à ces 4e journées professionnelles de l'animation globale, les JPAG. Nous serons, parce que tout le monde sera arrivé, plus de 400 participants pour cette édition, et avec les intervenants et tous les invités au cours de ces journées, c'est 500 personnes qui vont travailler ensemble autour du thème qui a été retenu pour cette année. Le thème de cette année nous invite à approfondir et à partager nos méthodes et nos savoir-faire. Renforçons le pouvoir d'agir des habitants pour contribuer à une citoyenneté de proximité. Nous avons tous été informés de la situation des centres sociaux de Fréjus à la suite de l'arrivée d'une nouvelle municipalité. Jean Néron, François Verpeter et moi-même avons participé ces dernières semaines à des temps forts organisés par la Fédération du Var, Côte d'Azur et des centres sociaux en solidarité avec ces centres sociaux. Jean. Oui, Dominique, nous savons tous combien la situation et l'existence des centres sociaux de Fréjus est menacée. L'association du centre social des Tournesols a décidé de résister. Nous avons accompagné de ce soutien, comme tu l'as dit, les multiples acteurs de ce centre social dans leur quête d'un dialogue clair et franc avec la nouvelle équipe municipale qui, depuis son élection en mars dernier, n'a cessé de souffler le chaud et le froid dans ses relations tant avec les bénévoles, les administrateurs, qu'avec l'équipe professionnelle en charge du projet de ce centre social. Au final, le couperet est tombé, condamnant ce centre social des Tournesols à la fois par la baisse drastique de la subvention municipale et enfin par l'annonce de la fin de la mise à disposition des locaux l'hébergeant. Nous avons parlé de la vigilance que la FCSF a sur Fréjus, qui est un cas peut-être un petit peu extrême, mais il va falloir de toute façon avoir une vigilance générale sur l'économie des centres sociaux, parce que ce qui est sûr, c'est que les baisses des dotations de l'État envers les collectivités territoriales, c'est acquis, c'est fait. Donc de toute façon, il y aura des baisses de marge financière pour les communes, pour les intercos, pour les conseils généraux, pour les conseils régionaux, ce qui pourra amener à des baisses de subventions pour les associations ou pour les budgets alloués pour les centres sociaux en gestion directe. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces baisses sont proportionnées à la baisse de dotation de l'État ou est-ce que c'est des baisses qui sont disproportionnées, auquel cas il faudra quand même être vigilant sur le concept fonds social et sa réalité. Nous vous appelons à, si vos subventions baissent, de ne pas rester seul avec cette baisse de subventions, à savoir comment on va faire fonctionner le centre social, mais de partager ces difficultés avec les décideurs, c'est d'aller rencontrer les élus. Ok, la subvention baisse, comment on fait? Que fait-on plus? Et toute l'importance, et c'est la seconde partie de mes propos, d'avoir des relations régulières et de qualité avec l'ensemble de nos décideurs, de nos élus, et pas seulement quand ça va mal. Attention Jean-Marc, on y va pour le gong de départ pour la première plénière avec François Verpeter et Claire Autant-Dorier. Top! Ouais, parfait, bravo, applaudissez-vous, c'est parti, monsieur François et Claire. Il ne s'agit plus seulement d'aider les personnes en retard, on peut dire, à rejoindre la marche du progrès, mais de faire tenir la société. Le mode de fonctionnement des centres sociaux était finalement assez proche de ces nouvelles formes d'intervention, avec finalement une approche territorialisée, une logique de projet, une proximité. Donc on n'a pas là quelque chose qui est venu bousculer les centres sociaux. Ce qui a bousculé, c'est que la contractualisation et la logique de projet, elle est venue aussi sur la façon dont le centre social avait à répondre avec ses partenaires et avait à contractualiser pour ses propres financements, donc dans une logique parfois de perte de pérennité des financements qui pouvaient être obtenus. On peut aller un peu plus dans le détail à partir de quelques domaines. Donc, en particulier déjà peut-être les politiques familiales. Donc, Claire, François, sur cette question des politiques familiales, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Si on regarde la façon dont ça a été développé, il y avait d'un côté
le programme des Nations Unies pour le développement et les CAF qui ont essayé de développer des choses de ce côté-là, avec les orientations qui sont données pour les agréments. On voit clairement ce fil-là qui était maintenu, l'idée d'animation globale et la façon dont c'est décliné qui donne des orientations claires quand même sur ce principe d'une intervention contextualisée en prenant en compte les multiples dimensions d'un territoire. Donc on a d'un côté la dimension familiale forte, de l'autre côté la dimension territoire, développement local, donc des orientations historiquement intéressantes et complémentaires. Et dans les faits, en termes de mode d'intervention, ça s'est plutôt traduit dans des interventions auprès des maires, comme étant la cible privilégiée. On retrouve ça du côté du développement comme du côté de l'intervention familiale. Les mamans, dans le vocabulaire des professionnels, les groupes des mamans, les interventions auprès des femmes, avec l'idée que c'est en travaillant auprès des femmes qu'on va éduquer le peuple, hein, que ce soit les ouvriers, puis les pauvres, puis les immigrés. Il y a quand même voilà, cette tendance-là qu'ont impulsé ces politiques familiales de fond, ces tendances de fond, dont on va retrouver des déclinaisons dans les dispositifs de parentalité, hein, plus récemment, cette propension à aller voilà, éduquer la femme, la mère de famille, comme étant un peu le maillon sur lequel on va pouvoir transformer toute la famille. Et après, du coup, de ramer, quand on revient aux fondamentaux du développement social local, de dire bah, comment faire revenir les hommes, comment on va chercher. Voilà, donc avec des difficultés sur ces orientations politiques fondamentales, à revenir sur une approche population plus générale sur les territoires. Du coup, moi je me demande un peu sur les orientations, enfin voilà, peut-être sur des déclinaisons actuelles, sur la façon dont ces orientations politiques sont données, comment est-ce qu'on arrive à tenir les logiques de développement local, ou franchement le pouvoir d'agir, et à pas être pris dans ce qui me semble des fois être une sectorisation, petite enfance, parentalité, famille précaire, enfin voilà, on a des tranches comme ça, des orientations politiques, des orientations aussi des lignes de financement, hein, des actions. Voilà, comment est-ce que dans les centres sociaux vous débrouillez avec ces Alors François, comment vous mises en tranche là dans le réseau? Pas mal de questions. Alors, vas-y à toi, sur les politiques familiales. Oui, mais enfin, bon, d'une part, cette question de l'articulation entre projet et programme, c'est un débat vieux comme les centres sociaux. Je pense que c'est le savoir-faire des gens qui sont dans la salle qui posent comme question. Vous faites ça tous les jours et je le fais comme directeur de centre social. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on articule la démarche de projet qu'on est en train d'accompagner et le croisement avec le calendrier d'appel à projet du machin, le dépôt de dossier à un tel, la fin de l'année où il faut vite rendre les bilans. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le cœur même, à mon avis, de la professionnalité des gens qui sont dans cette salle. Après, je pense justement que c'est au cœur de cette professionnalité-là qu'on ne tombe pas dans le piège du ciblage. Voilà. Mais il faut reconnaître que c'est fatigant, c'est un peu usant hein, quand on vous demande de compter les bénéficiaires des minima sociaux qu'il y a dans le groupe, savoir combien on va vous attribuer de subventions, c'est un peu pénible et c'est un peu fatigant. Mais je crois qu'on est malheureusement un peu condamné à ça. Bon, sans vouloir faire la page de pub là-dessus, mais c'est vrai que tout ce qu'on cherche à travailler sur les pactes de coopération tente de travailler cette question-là, c'est-à-dire de se mettre d'accord avec nos interlocuteurs, avec nos partenaires, d'abord sur un diagnostic de territoire, diagnostic des questions posées et des ressources. Voilà. Et c'est parce qu'on a une alliance et un accord ensemble sur les priorités, sur les dossiers, les chantiers les plus importants qu'il faut mener sur un territoire, qu'il peut y avoir une action financière. Mais du coup, parce qu'on a ensemble élaboré des objectifs, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était ça la priorité. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur ce qui est en train de se passer. C'est la demande qui a été faite dans la circulaire aux caisses d'allocation familiale d'élaborer les schémas départementaux de l'animation de la vie sociale. C'est un peu du jargon, mais il y a une vraie réalité là qui va nécessiter qu'on laisse... peut-être que cette chose-là est trop importante, trop sérieuse, et je sais qu'il y a des gens des CAF dans la salle, donc je le dis en toute connaissance de cause, cette chose-là est peut-être trop sérieuse pour être seulement laissée au CAF. Il faut qu'on soit partie prenante de cette réflexion, de l'élaboration de ces schémas, parce que je pense qu'il ne s'agit pas simplement de faire une carte, mais il s'agit de se mettre en place sur une stratégie
avec un regard sur le territoire, parce que dans ce schéma, il y a la question de la relation avec les élus locaux. On a aussi ce que Claire avait rappelé tout à l'heure, dans son propos introductif, jeunesse, sport et éducation populaire, donc dans le contexte des politiques sociales. Comment est-ce que ça se situe? Donc Claire, de ton point de vue, et François. Dans les politiques jeunesse notamment, on va avoir un accent qui va être mis sur la participation. L'autre dimension qui va être mise en avant pour les jeunes, c'est la mobilité internationale, l'engagement associatif. Donc on a aujourd'hui vraiment un accent fort qui est mis là-dessus, qui est une vraie opportunité, une vraie congruence avec le projet des centres sociaux. Globalement, il s'agit beaucoup d'activer les personnes, de leur donner des moyens d'activation citoyenne. Le service civique, il est assez symbolique et symptomatique de ce mouvement-là. Moi, j'avais envie de faire une remarque par rapport à ça. Quand une personne qui a des moyens financiers, qui n'est pas en difficulté sociale, fait une activité quelconque, on n'en rajoute pas forcément sur le fait qu'en plus, il faut que cette activité la conscientise, l'amène à être davantage citoyen, le conduise à exercer son pouvoir d'agir. Bref, on lui fiche la paix. Et on suppose qu'elle est déjà citoyenne, qu'elle n'a pas besoin de le devenir. Donc j'avais envie de provoquer un petit peu François en lui demandant si le projet actuel des centres sociaux sur le pouvoir d'agir n'a pas pour risque de vouloir suractiver un petit peu les personnes ou de les surresponsabiliser en faisant écho à... J'étais sûr que tu me posais la question. Ouais, qu'est-ce qu'on veut dire avec le pouvoir d'agir? Il ne s'agit pas de prendre en otage les gens. Quelqu'un qui vient faire son cours de gym, il fait son cours de gym et on lui laisse, je te promets qu'on lui fiche la paix. Arrêtez-moi avec des bêtises, mais la question c'est que c'est effectivement celle du processus. D'une part, il y a de toute façon dans nos maisons un principe de base qui est celui du volontariat. De toute façon, ce qu'on peut proposer, eh bien, vient qui veut, participe qui veut, de toute façon. Donc celui qui veut venir à telle ou telle activité ou utiliser tel ou tel service, et pas plus, c'est possible. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on se culpabilise là-dessus. Suractivation, surresponsabilisation. Lorsque on travaille sur cette question du renforcement du pouvoir d'agir, on travaille prioritairement en direction, effectivement, de gens dont on pense qu'ils n'ont pas assez de pouvoir sur leur vie et sur leur environnement. Tu questionnes par rapport à ces personnes un peu aisées, etc., de classe moyenne, etc., mais ces questions-là de pouvoir, elles les abordent autrement. Enfin, elles ont éventuellement une situation professionnelle, un réseau relationnel, social, dans leur quartier, dans leur famille, dans leurs amis, etc., qui fait que cette question se pose moins. Quand on nous dit dans les centres sociaux qu'il faut renforcer le pouvoir d'agir, c'est de ceux qui, nous semble-t-il, n'en ont pas assez. Donc il ne s'agit pas... C'est pas quelque chose de descendant, c'est pas une question de posture avec un regard sur les gens en disant il faut que tu y ailles mon petit gars. Hein. Le verbe participer ne se conjugue pas à l'impératif. C'est pas possible, ça veut rien dire. Ce qui est mis en œuvre, il faut donner envie, il faut que ça soit sexy, il faut que ça permette à chacun de grandir. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de la chose. Donc il ne s'agit ni de suractivation ni de suractivation. Il s'agit de mettre en route un processus qui va faire que des portes s'ouvrent. Des systèmes s'allument, des compréhensions voient le jour sur le monde qui l'entoure. Et ça, on fait le pari que, au même titre que d'autres ont pu avoir ces apports-là dans un milieu familial, dans un milieu social, dans un certain type d'activité, eh bien ces portes-là et ces compréhensions-là aussi des systèmes s'ouvrent au plus grand nombre, parce que si on veut une démocratie plus vivante, il faut que les gens puissent en être acteurs en comprenant comment le système fonctionne. La suite, alors là par contre je pense que peut-être François tu as quand même plus de choses à dire, la politique de la ville. Claire, tu nous en dis également deux mots, et puis François. Sur les centres sociaux, ça va dans certains cas avoir provoqué une professionnalisation plus forte des structures avec des moyens plus importants qui vont avoir été obtenus au moment de la mise en place des contrats de ville.
moyens relatifs dans certains endroits, puisque pareil, parallèlement, il y a du droit commun qui a pu aussi se retirer. Maintenant, avec la réduction d'un certain nombre de budgets, on voit au contraire une fragilisation ou l'obtention de subventions d'un certain nombre de choses qui devient délicate. Donc c'est un effet qui a pu avoir des revers assez importants. Voilà, la question que j'aurais en écho à cette politique ciblée finalement, et qui là se resserre sur certains territoires, c'est est-ce que finalement le centre social il a un rôle spécifique à jouer sur ces territoires? Quelles seraient ses fonctions particulières, ou au contraire est-ce qu'il ne doit pas faire de différence du fait d'être dans un territoire politique de la ville? Est-ce que voilà, géographie prioritaire ou pas, quoi, et centre social d'exception ou pas, quoi. François. Non. Tu veux redire? On n'a pas entendu. Bon, allez, j'arrête. Non, je pense qu'il n'y a pas de différence. Je pense que, enfin, pour en rencontrer pas mal, il n'y a pas un centre social qui ressemble à l'autre. Donc, politique de la ville ou pas, je pense qu'un centre social, il prend la couleur de son territoire, il prend la couleur de ceux qui s'y engagent, et chaque projet est du coup différent. Pour moi, la fonction du centre social, elle reste la même. C'est celle d'être un activateur sur son territoire, et bien, de citoyenneté, de participation, et de permettre à tous ceux qui fréquentent ce centre d'être un lieu possible où on va pouvoir mieux exister, mieux prendre sa part dans la cité, dans son emploi, dans sa scolarité, dans son parcours de vie personnelle, dans l'actualité de la politique de la ville. Bien sûr qu'il va y avoir là au moins quelque chose de spécifique, c'est effectivement la décision de François Lamy de mettre dans sa loi ce machin des conseils citoyens. Voilà. C'était pas ce qui était dans le rapport. Le rapport Bakiem-Eshma, je parlais des tables de concertation, une table de quartier, qui est une expérience québécoise. D'ailleurs, enfin, si certains sont intéressés, on peut en reparler après, mais certains centres sociaux sont en train d'expérimenter ça, hein, de mettre en place ces tables de concertation à la mode québécoise. Même si l'installation de ces conseils citoyens vient un peu bousculer d'ailleurs cette expérimentation. Je pense que nous sommes des instruments de développement local, nous sommes des instruments et des équipes qui s'inquiètent de l'égalité des territoires. Donc je pense vraiment que l'actualité terrible pour ces lieux-là, c'est la recomposition des intercommunalités en ce moment, qui fait qu'il y avait jusqu'ici peut-être que 6 ou 7 communes ensemble qui essayaient de travailler ensemble, puis on est en train de leur demander de se marier à 40, avec 20 000 habitants, avec des territoires énormes. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment le citoyen là-dedans il a un peu sa place, et comment nos associations ou nos équipements ils ont aussi leur place dans ces territoires. Donc, pour conclure, Claire et François, on vous écoute sur ces deux questions qui sont affichées pour tout le monde. Première tension qui est la tension entre la visée sociale et la visée de mixité sociale, c'est-à-dire la mission générale d'animation globale qui va parfois rentrer en contradiction avec le souci d'accueil et d'accompagnement des publics les plus fragilisés. On voit bien qu'il faut que je compte le nombre de personnes qui sont aux minima sociaux, mais en même temps, si j'ai que des personnes aux minima sociaux, ça va faire fuir le public un peu moins défavorisé du quartier, ou voire carrément d'avoir un public plus mixte. Donc cette question-là, y compris sur le pouvoir d'agir, réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le système dans lequel je suis et comment ça fonctionne, ce serait peut-être intéressant de faire réfléchir aussi ceux qui ont déjà du pouvoir et qui le font travailler à leur bénéfice. Donc comment est-ce qu'on conserve cette question de la mixité si on est trop sur le volet social? Et puis deuxième tension qui est dans le partenariat, dans le travail avec d'autres structures, la concurrence ou les incompréhensions qu'il peut y avoir avec ce que j'appellerais un peu provocante, les vrais travailleurs sociaux, ceux des institutions dures du social, des conseils généraux et autres, vis-à-vis des animateurs des centres sociaux, chacun étant jaloux un peu de ses publics, peu enclin à ouvrir de ses espaces de travail. Alors il peut y avoir la permanence d'une assistante sociale dans un centre social, mais les travailleurs d'un CCAS, d'un CG, souvent, ils ne savent pas bien ce qui se passe dans le centre social, ils l'ignorent superbement. Moi, il me semble qu'il y a deux choses majeures aujourd'hui qui peuvent influencer et déterminer quel type d'intervention sociale on doit faire. C'est d'une part la situation sociale et sociétale, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui devant des défis qui soient
démocratiques, sociétaux, économiques, environnementaux, qui sont majeurs. On est dans une société en pleine mutation, je ne reviens pas là-dessus parce que le temps nous presse, mais je pense que ça, de fait, lorsque des équipes comme celle des centres sociaux sont au cœur des réalités sociales d'un quartier, ils sont forcément traversés de ça. Et donc ça va avoir une grosse influence, je pense. Et ça a déjà, depuis des années, une influence, et on travaille à ça. Et c'est aussi pour ça qu'au niveau de la fédération, on a lancé cette question du développement du pouvoir d'agir, parce qu'il nous semblait que c'était plus adapté d'y répondre comme ça. Voilà. Et puis l'autre élément, là, c'est plus contraint, ça nous tombe dessus et ça va être douloureux, c'est la contrainte économique. Ça a été dit au départ, il va falloir qu'on invente le plan B. Il va falloir qu'on invente une façon, peut-être, de faire, si possible, c'est toujours délicat, parce que je sais que tout ce que je vais dire est délicat à dire. Donc, mais bien sûr qu'il faut se bagarrer pour garder les moyens qu'on a aujourd'hui, et en même temps, on est entre nous, il faut aussi qu'on se prépare à faire avec moins. Ah oui, c'est compliqué à dire ça, parce que je vous assure que la fédération ne baisse pas culotte, quoi. Alors, on se bagarre à vos côtés, vous le faites vous sur vos territoires, on le fait nous, les fédérations locales le font. Il n'y a pas de démission dans mes propos, le prenez surtout pas comme ça. Et je pense qu'on serait inconscient de ne pas non plus réfléchir à comment on fait avec un peu moins. Je sais que c'est pas forcément très partagé ce que je dis. Non, mais vous pourriez faire avec les moyens que les autres ont, qu'ils utilisent mal. Ah bah peut-être, oui, ça. Ça, Pas mal. Voilà. Voilà, bravo. Allez développer du partenariat dans cet état d'esprit. Ça va être facile. Voilà, quels enjeux pour les relations partenariales? On va appliquer du fric autour. Ok, c'est bon.